tête, les dîners-conférences sont populaires dans les milieux universitaires afin de favoriser l'avancement des connaissances. Les membres du corps professoral se rencontrent à l'heure du dîner pour prendre part à des séances où elles ont l'occasion d'échanger des renseignements sur les projets auxquels elles travaillent, d'offrir des suggestions et de se soutenir mutuellement. L'intention des séances est de créer l'ambiance collégiale des dîners-conférences où les membres du corps professoral discutent de méthodologie, de réussite, de problèmes et de difficultés rencontrées dans le cadre de leur projet d'érudition. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Dr. Clémence Dallaire. Elle est titulaire d'un doctorat de sciences infirmières et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, où elle enseigne notamment le savoir infirmier au 3e et 1er cycle. Elle est vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche. Sur le plan de la recherche, elle est impliquée dans plusieurs programmes de recherche, dont un sur l'organisation des soins et les fonctions des infirmières et d'autres sur les interventions des infirmières. Elle est l'auteure d'articles de vulgarisation, de chapitres de volumes, en plus d'avoir coédité et édité des volumes sur les soins infirmiers. Lors de cette deuxième séance de la série 2018-2019, vous aurez l'occasion d'entendre Dr. Dallaire, professeur titulaire de l'Université Laval, discuter de son travail sur le renforcement des capacités pour améliorer la recherche et la collaboration. Elle nous offre un survol sur l'un de ses projets avec ce thème d'aujourd'hui. Après la présentation, il y aura une période de questions-réponses, mais si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez aussi les poser en utilisant la petite boîte chat, puis Clémence m'a dit qu'on pouvait l'interrompre. Donc, si vous êtes vraiment, vous voulez une réponse immédiate, il n'y a pas de problème si vous interrompez. Puis, si vous avez des problèmes à nous entendre, vous avez des problèmes avec votre connexion de l'Internet, envoyez encore un message à Julia en se servant de chat. Sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Dallaire. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Bonjour, j'ai reconnu le nom de plusieurs personnes, alors je vous salue personnellement. Le grand titre de ma conférence, c'est le renforcement des capacités, mais vous voyez le sous-titre, en réalité, je vais tenter de poser et de répondre à la question, qu'en est-il du savoir infirmier dans les curriculums pour de meilleurs résultats sur le plan de la formation, mais sur le plan de la recherche, de la collaboration. Alors, sur le plan de développement des capacités, nous sommes une association qui réunit des écoles. Nous sommes presque toutes impliquées dans des facultés des écoles, dans des programmes où nous œuvrons à développer les capacités des infirmières et nous formons différemment des infirmières généralistes, des infirmières de pratique avancée, des infirmières chercheurs au niveau du doctorat. Nous les formons aussi à la collaboration intraprofessionnelle. Et c'est par ce moyen que nous visons à renforcer les capacités en soins infirmiers. Puis, les capacités que nous visons à renforcer, c'est aussi, puis ça c'est simplement un titre de rappel, c'est pour une profession et pour des professionnels. Puis une profession, généralement, c'est formé à l'université. Et une caractéristique importante d'une profession, c'est que ça applique du savoir dans la pratique pour essayer de mettre de l'ordre, comme disent les sociologues des professions, dans des situations qui ne font pas sens pour la personne elle-même. Ça doit être en association, etc., un idéal de service. Mais les capacités dans le sens d'une profession, ben, c'est d'aider à acquérir du savoir pour ensuite s'en servir dans une pratique. Et ces différentes caractéristiques-là devraient donner de l'autonomie, ce à quoi aspire la majorité des infirmières. Les programmes de sciences infirmières, ben, on ne fait pas nécessairement ce qu'on veut, tout le monde le sait. Ça fait que vous voyez ici sur la page que dans l'institution où nous sommes, il y a des règlements, il y a une structure, on est dans des institutions qui parfois offrent l'ensemble des cycles universitaires, parfois non. On collabore avec des collèges. Ensuite, les programmes qu'on veut offrir, il faut qu'ils soient approuvés.
puis il faut qu'ils soient évalués. Donc, on est sous surveillance et avec un certain encadrement. Puis ensuite, il y a les besoins de la société avec lesquels il faut s'ajuster. Au Québec, par exemple, on a la loi des infirmières qui est censée représenter la négociation pour donner à chaque profession de la santé un territoire et des zones qui sont moins conflictuelles. Et pour ça, en général, dans le langage actuel, on parle par le biais de nos programmes de développer des compétences. Puis moi, je soulève l'idée de parmi ces éléments-là qui nous servent, quelle est la place du savoir à l'intérieur des programmes. Puis ici, c'était une présentation que j'avais faite aussi dans le cadre des Lunch and Learn sur une analyse politique des programmes de maîtrise. Puis ce que ça fait, c'est que ça sert juste à montrer qu'au Québec, par exemple, le contenu des programmes et l'existence des programmes et leur évaluation est médié autant par le ministère de la Santé et des Services sociaux que le ministère de la Justice pour la dimension de l'Office des professions, que le ministère de l'Éducation et des Études supérieures. Puis, en voulant renforcer les capacités, on prend aussi en considération les infirmières qui travaillent, qui sont toutes des employés pour la majorité du ministère de la Santé et des Services sociaux ou du ministère de l'Éducation, à certains égards parce qu'elles œuvrent dans des maisons d'enseignement. Et le renforcement des capacités nous emmène donc à réfléchir à comment composer avec l'ensemble de ces acteurs-là qui ont une influence sur le contenu. Par ailleurs, il y a les plans de carrière pour les infirmières. Puis j'avais fait une représentation il y a quelques années dans un volume qui a été publié qui montre essentiellement sur les gros ronds bleus qui sont dans le milieu qu'une infirmière peut se diriger davantage vers la gestion, davantage vers la pratique, davantage vers l'enseignement ou davantage vers la recherche et que le renforcement des capacités, il ne se fera pas exclusivement pour un groupe d'infirmières avec un plan de carrière particulier. Donc, et par rapport à ça, ça nous ramène à notre idée première qui est les curriculums de formation et à la question que doit contenir un curriculum de formation et la sous-question que je soulève pour arriver à renforcer les capacités. Les réponses sont multiples à la deuxième question dans le contexte actuel, c'est-à-dire comment sélectionner le savoir infirmier en vue de l'élaboration d'un curriculum de formation en sciences infirmières. Puis, sur cet acétate-ci, ça m'amène à dire que depuis quelques années, je propose une distinction entre le savoir de la discipline et le savoir de l'infirmière au vu des différents travaux qui sont faits dans le domaine des soins infirmiers où il arrive chez les théoriciennes et chez les auteurs que indistinctement le savoir de l'infirmière devienne le savoir de la discipline. Et c'est pour ça que je propose cette distinction visuelle ici. Et l'autre dimension, pour répondre à la question, quel savoir est-ce qu'on met dans les curriculums? Pour donner des soins infirmiers, on a besoin de notions de biologie, d'anatomie, de physiologie, de physique, des notions associées à la médecine, aux pathologies, aux modes de traitement. Mais on devrait théoriquement avoir besoin de savoir infirmier, puis de savoir qui concerne les interventions infirmières, leur compréhension théorique, leur mode d'application, leur dose, leur fréquence, etc. Et une compréhension théorique de quels résultats on devrait s'attendre dans le service qu'on offre à la population. Donc, plusieurs éléments à considérer pour déterminer comment on va arriver, par le biais de programmes de formation, à renforcer les capacités et où est-ce qu'on va trouver l'équilibre dans ces éléments-là. Maintenant, je nous sors des soins infirmiers, je nous emmène dans le domaine de la pédagogie. Ce n'est pas mon domaine privilégié, c'est rare que j'en parle, mais cette fois-ci, ça m'est utile. J'ai consulté la branche en pédagogie qui s'intéresse à la formation des curriculums dans Journal of Curriculum, Journal of Curriculum Studies.
Et j'ai découvert toute une discussion au sujet des curriculums et une discussion très intéressante qui se reflète en miroir à l'intérieur de nos programmes et de notre questionnement quand on veut développer les capacités par l'intermédiaire des programmes de formation. Alors, chez ces auteurs et ces experts du curriculum, évidemment, ils ne sont pas tous d'accord. J'en sélectionne et j'ai construit un point de vue, mais ce n'est pas la vérité. C'est très discutable, mais je vous en propose un. Alors, selon eux, le but d'un curriculum, au moins dans une société moderne, ce serait de transmettre le savoir passé, c'est-à-dire d'habiliter la prochaine génération à construire à partir du savoir qui a été accumulé jusqu'à présent et à l'habiliter à créer de nouveaux savoirs parce que, selon Young, qui est un auteur britannique dans le domaine, c'est ainsi que les sociétés humaines progressent et que les personnes se développent et on pourrait penser, c'est ainsi qu'en soins infirmiers, on pourrait renforcer les capacités. Selon lui, l'interdépendance entre transmettre du savoir accumulé puis être capable d'utiliser le savoir pour en créer de nouveaux, c'est ça qui permet et qu'avec ça, on estime qu'on sera en mesure d'accroître la capacité. Ça soulève des questions difficiles, en particulier pour les théoriciens du curriculum, donc dans une perspective pédagogique. Les sources de ça, non, ça, j'en ai pas besoin. Alors, jusqu'à présent, les sources qui font qu'on peut arriver à se questionner et de deux visions que je vais présenter, c'est qu'il y a une vision qui existe, qui considère le savoir comme étant quelque chose de sacré. Historiquement, les religions étaient très impliquées dans la transmission et c'est pour ça que le terme sacré a été conservé, mais aussi la vision que certains savoirs d'une discipline ou d'une branche de connaissances sont comme sacrés, entre guillemets, et qu'il faut que tous les étudiants les acquièrent. Et on sait qu'en soins infirmiers, c'est très controversé actuellement. On observe des programmes qui disent toutes les théoriciennes qui nous ont précédées sont démodées, on devrait jeter ça à la poubelle et on ne les enseigne pas dorénavant. Mais dans cette vision d'un savoir sacré, il y a l'idée des disciplines intellectuelles qui, ce savoir-là conduit et se divise entre différentes disciplines. Et actuellement, dans le monde de l'éducation, depuis le début des années 70, il y a une tendance opposée, que je caricature évidemment avec ces auteurs-là, qui est de se centrer non pas sur le savoir à transmettre à l'intérieur des curriculums, mais sur la capacité des apprenants. Qu'est-ce que les étudiants sont capables de faire? Et ça commence avec Jean-Jacques Rousseau, avec Dewey du mouvement pragmatique aux États-Unis, et les visées de la capacité, du développement de la capacité des apprenants, c'est des visées émancipatoires. Juste à penser actuellement à l'importance de Chin and Kramer, des ways of knowing en soins infirmiers, en l'influence actuellement des approches critiques qui visent l'émancipation pour un groupe que l'on dit opprimé que seraient les infirmières, et là où on se centre sur les apprenants. Ça va jusqu'à présent? Alors, dans le premier modèle où on met sa confiance dans le savoir, l'idée est que plus nous connaissons, plus nous prenons conscience du peu que nous connaissons, qui est un énoncé de lieu commun que tout le monde utilise. Et dans ce modèle-là, les enseignants ne sont pas que des facilitateurs de l'apprentissage, comme ils le sont dans le modèle 2, mais ce sont des autorités pédagogiques, c'est-à-dire qu'on les embauche parce qu'elles détiennent une connaissance spécialisée dont elles se serviront dans leur enseignement, à preuve l'exigence d'avoir un doctorat, par exemple, pour devenir professeur d'université. La faiblesse qu'on reproche à ce modèle-là, ça vient d'une part de la spécialisation du savoir, donc de sa délimitation à l'intérieur du savoir généralisé. Dans l'ancien modèle des universités, tous les étudiants voyaient
le savoir qui était disponible à cette époque-là, alors que maintenant, on se spécialise dans des champs particuliers et que la spécialisation, ben, ça impose des limites à son accessibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas accessible pour tout le monde. D'autre part, le premier modèle basé sur le savoir, il sous-estime comment faire pour prendre le savoir existant dans une discipline et l'associer à des approches pédagogiques qui vont faciliter son apprentissage, son utilisation et son développement, et jusque de l'avis de ces spécialistes en pédagogie, ça demeure un point aveugle de la recherche sur les curriculums. Le deuxième modèle, c'est celui qui met sa confiance dans le développement des capacités émancipatrices de l'apprenant, puis qui dit, ben, si seulement on était capable de le faire, ça se réaliserait à l'intérieur des curriculums de formation. Et Young, de son point de vue, il trouve que c'est régulièrement présenté d'une façon un peu trompeuse et que les capacités émancipatrices sont très associées au potentiel perçu de la technologie comme moyen qui va améliorer l'apprentissage. Donc, si seulement les professeurs pouvaient se taire, mettre la bonne technologie à la disposition des étudiants, ils se développeraient par eux-mêmes tout seuls, puis ils iraient chercher sur le web l'information, tout est disponible, et ils feraient un apprentissage réussi qui deviendrait une norme pour tous, et que n'importe qui à ce moment-là peut apprendre, et ce n'est pas limité aux institutions d'enseignement que nous sommes. Bon, Young est d'avis que même si c'est très persuasif, très intéressant, il n'y a pas beaucoup d'évidence à l'heure actuelle qui existe que cette source d'information, l'information disponible sur le web par le biais des technologies, même si elle est tendue et qu'elle est accessible, qu'elle permet de réaliser un véritable apprentissage. Pour lui, l'erreur dans des telles théories, c'est d'utiliser l'énorme capacité de chacun pour un apprentissage expérientiel et informel. Chacun apprend à sa manière, par expérience, par essai et erreur, de façon informelle. Mais l'objectif qui est visé par les curriculums et par les maisons de formation, c'est d'arriver à dépasser notre expérience individuelle, notre expérience unique à nous, qui nous a fait apprendre le monde jusqu'à présent, pour arriver à se situer dans un paysage un peu plus universel où, par exemple, on a à prendre soin de quelqu'un d'autre que nous. Donc, notre apprentissage expérientiel et personnel peut présenter certaines limites. Young appelle le savoir qui est inclus dans les curriculums un savoir puissant, mais je ne vais pas nécessairement reprendre cette expression de savoir puissant. Puis il dit qu'il y a deux caractéristiques. C'est un savoir qui est spécialisé, puis il est spécialisé dans la façon dont il est produit, c'est-à-dire qu'il est produit dans des ateliers, des séminaires, des laboratoires, par l'intermédiaire de la recherche, de la réflexion théorique, de la délibération philosophique, etc. Et il est spécialisé dans la façon dont il est transmis. Ça ne se fait pas dans la cuisine chez nous. Ça se fait à l'intérieur d'écoles, de collèges, d'universités, dans des programmes approuvés, etc. Et cette spécialisation-là, elle s'exprime dans les frontières qui délimitent les disciplines. Alors, vous voyez tout de suite où est-ce que je veux en venir. Si nous, on prétend qu'on est une discipline infirmière, qu'on a des frontières, et par exemple, si on est dans le premier modèle, qu'on a un savoir, ben ça va nous questionner par rapport au contenu du curriculum. Autrement dit, dans la vision d'un savoir à l'intérieur d'un curriculum, ce n'est pas un savoir général qu'on veut mettre là, mais c'est un savoir spécialisé, ce qui ne veut pas dire pour autant que les frontières de ce savoir spécialisé ou de cette discipline sont fixes et permanentes et qu'il faut toujours enseigner les mêmes choses. Toutefois, ça veut dire qu'il y a une recherche, qu'il y a un apprentissage, que la recherche, donc la vision de vouloir renforcer les capacités en recherche et en collaboration, ce modèle-là pourrait permettre de développer, de renforcer les capacités parce qu'il est plus accessible, plus facilitant pour l'interdisciplinarité qui va suivre dans le cas des soins infirmiers
mais une interdisciplinarité qui repose sur un savoir disciplinaire. Donc, il est différencié ou distingué de l'expérience, c'est-à-dire qu'il est différent de ce que les étudiants apportent à l'école ou de ce que les apprenants adultes apportent au collège ou à l'université. Et ça s'exprime dans des frontières entre les savoirs de l'école et les savoirs de la vie courante. Et actuellement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on a beaucoup de difficultés avec cette distinction-là, à établir cette distinction-là, et on a beaucoup de recommandations de faire en sorte que dans notre enseignement, il n'y ait pas trop de différence avec la pratique puis le savoir de la vie courante. Quel savoir, c'est aussi un choix épistémologique pour les raisons que je vais énoncer, mais c'est aussi un choix de justice sociale et je vais vous dire pour quelles raisons. Donc, c'est une question épistémologique, une question de savoir et d'élaboration du savoir, parce que ça définit ce qui devrait constituer un droit pour les étudiants à différentes étapes de leur progression et dans différents champs de spécialité. Si quelqu'un met du temps pour venir à l'école, c'est pas pour répéter ce que son expérience lui dit dans cette perspective-là et ce qu'il sait déjà. C'est pour apprendre quelque chose d'autre. C'est aussi une question de justice sociale dans le sens que les étudiants ont droit d'apprendre du savoir sans considération qu'ils puissent par eux-mêmes rejeter ce savoir-là ou qu'ils puissent le trouver difficile à acquérir. Donc, vous voyez que dans la vision centrée sur l'apprenant, on va plutôt conclure, si les étudiants trouvent que c'est difficile à apprendre, on pourrait peut-être s'en passer dans le curriculum. Dans la vision, la première vision d'un curriculum dans lequel il y a un savoir disciplinaire, peu importe que les étudiants décident de s'en détacher plus tard et peu importe que les étudiants trouvent que c'est difficile à saisir, ce savoir-là, dans une perspective de justice sociale, devrait être là parce que si certains savoirs sont meilleurs, qu'est-ce qui nous permettrait d'en priver les étudiants par rapport à ça? Alors, c'est la question dans la première vision. Pourquoi le savoir? Pour pouvoir le savoir, on n'a pas accès à ça seulement à l'université, mais dans les maisons d'enseignement, c'est un lieu privilégié. Mais c'est aussi parce que le savoir, il permet, la formation à l'université devrait théoriquement, dans la vision anglo-saxonne de la sociologie des professions, devrait être un incontournable. Donc, les soins infirmiers, si on veut si on se dit une profession, on devrait théoriquement être à l'université et théoriquement acquérir un certain savoir qui est la deuxième caractéristique. L'autre chose aussi, c'est que d'aller dans un programme de formation, ça donne accès à une communauté disciplinaire et à leur façon de connaître. Et ça peut être un mécanisme pour renforcer la capacité pour la recherche et pour la collaboration intra- et interdisciplinaire. Pour aborder le point de vue, du point de vue du savoir, c'est-à-dire les formes requises de savoir qu'on devrait privilégier dans un curriculum donné, ça ne veut pas dire pour autant que si on se penche là-dessus, qu'on considère que c'est important, qu'on ignore qu'il y a quelqu'un qui va l'apprendre, puis qu'on ignore qu'il y a des façons d'apprendre. Ça ne veut pas dire ça. Mais d'après les auteurs que j'ai consultés, en général, on a porté très peu d'attention à cette dimension-là. L'argument est simplement qu'en plus de notre compréhension de la formation des apprenants et de leur apprentissage, on a besoin de comprendre ce que c'est qu'un curriculum de formation et les formes constitutives de savoir pédagogique qu'il nécessite pour pouvoir être offert aux étudiants qui sont admis. Les sociologues de l'éducation affirment que ça constitue un point aveugle du savoir en pédagogie qui résulte en partie de cadres philosophiques et théoriques inadéquats, incapables de rendre cette jonction-là à l'intérieur du curriculum entre les modalités pédagogiques et l'existence du savoir enseigné. Selon Moore et Muller, depuis le début des années 70, est arrivée la nouvelle sociologie de l'éducation qui s'inspirait de la phénoménologie
et qui aujourd'hui a beaucoup exercé d'influence dans les facultés d'éducation et sur le monde de l'éducation en général jusqu'à aujourd'hui où domine le postmodernisme. Ce sont des approches, ces approches-là, qui remettent en question les affirmations épistémologiques à propos de l'objectivité du savoir. Sous l'influence de cette nouvelle sociologie de l'éducation, on a remis en question le statut de la science, on a remis en question le pouvoir de la raison, ou les potentiels de la raison, de la rationalité d'une façon plus générale. Et ça a occupé une position d'influence dans le champ de l'éducation. Et au début, on référait à cette approche comme à une perspective de sociologie du savoir, et à partir de cette position de sociologie de l'éducation et de sociologie du savoir, on remettait en question l'idée même du savoir. Le savoir n'existe pas. Et si on regarde la littérature, tout s'appelle du savoir à partir de cette perspective-là, et c'est assez intéressant d'examiner ça de cette façon-là. Or, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, c'est l'idée même du savoir qui est remise en question, je le redis. De telles approches adoptent ou au moins favorisent ou impliquent une forme de perspectivisme qui voit les revendications pour un savoir éventuel ou des revendications pour de la vérité comme étant relatives à une culture, à une forme de vie, à une position et par conséquent représentant ultimement une perspective particulière des intérêts sociaux et par conséquent qu'aucun savoir indépendant, universel, rationnel n'existe et ne peut être enseigné. Donc, il complète, puis pour Moore et Miller et pour plusieurs des auteurs consultés, de voir ça de cette façon-là, c'est une réduction qui traduit des revendications pour du savoir en des affirmations à propos de l'apprenant et du sujet connaissant. Et en soins infirmiers, cette réduction de savoir au sujet connaissant est omniprésente dans la littérature actuelle. Fait que le savoir devient dissous en façon de connaître, ways of knowing, et la priorité est accordée à l'expérience comme une catégorie spécialisée d'appartenance et d'identité, et c'est ça qui est important. Par exemple, une forme dénommée dominante ou hégémonique de savoir, et puis ça, ce que ça l'explique, c'est les raisons pour lesquelles on élimine le savoir des curriculums. Bien, on dit, c'est, ah mais ça, on ne peut pas enseigner ça, c'est du savoir bourgeois, ou c'est du savoir mâle, ou c'est du savoir blanc, puis ça reflète la perspective, la position, les intérêts d'un groupe. Donc, on ne peut pas enseigner ça à tout le monde parce que ça ne conviendra pas à tout le monde. Et ça, selon ces auteurs-là, ça représente les perspectives du postmodernisme et du poststructuralisme. Si on revient un petit peu en arrière puis qu'on dit, mais pour quelle raison, d'un point de vue soins infirmiers, dans une perspective de renforcement des capacités, dans une perspective de maintien d'un statut de profession, le savoir peut-il être un outil? Ben, on se rend compte et on passe notre conversation courante à dire que le savoir et qu'il y a de nouveaux savoirs qui sont disponibles continuellement dans le domaine de la santé, qu'il y a de nouvelles habiletés qui sont requises parce qu'on a de la nouvelle technologie, on a des problèmes de santé plus complexes, etc. Est-ce que ça devrait suggérer qu'il y a du nouveau savoir qui devrait être mis dans les curriculums et des nouveaux apprentissages qui sont requis? On ajoute des programmes, par exemple, de pratiques infirmières avancées, de doctorats qui font de la recherche sur les soins pour préparer du savoir et préparer à soigner dans des situations complètes. Plus complexe, je veux dire. L'autonomie, je l'ai montré précédemment, ça relève du savoir et des habiletés. Donc, mettre du savoir dans un curriculum, puis ça, à la droite, vous avez des réflexions qu'on entend souvent. C'est pas juste une question de quête de diplôme de la part des infirmières comme mécanisme d'ascension sociale. Puis à l'inverse, le savoir, il est confronté à une forme de survalorisation de l'expérience ou de la formation sur le tas ou de l'expérience comme seule voie du développement d'une pratique infirmière avancée, par exemple. Alors, fort heureusement, on est tous membres de la même association.
cette association s'est commise en disant qu'un des domaines qui devrait être présent dans les différents programmes de formation des infirmières au Canada, c'est la connaissance, et qui a décliné dans ces documents-là. Donc, choisir aussi le savoir d'un curriculum à l'intérieur d'un curriculum, une fois qu'on est d'accord avec la position qu'on a prise comme association, que c'est important d'en avoir, va se présenter sur notre route, à part la difficulté du savoir plus universel, plus théorique, et des façons d'apprendre de l'apprenant, va aussi se présenter la difficulté de la distinction à établir entre un développement théorique en soins infirmiers qui cherche à préciser qu'est-ce que la discipline des soins infirmiers et le développement théorique qui porte sur un concept particulier. Par exemple, sur le sommeil ou sur le confort ou sur la fatigue, qui sont des phénomènes qu'on rencontre continuellement en soins infirmiers et on ne voit pas souvent cette distinction-là qui est faite entre un savoir qui dit qui nous sommes, les soins infirmiers, et un savoir qui porte sur des phénomènes particuliers. Il y a un manque de distinction aussi quant au savoir théorique qui vise à développer la pratique des soins infirmiers, au-delà de phénomènes très pointus dans les soins infirmiers, qu'on se réfère par exemple aux auteurs comme Kim ou comme Reed, puis au développement théorique, finalement, sur les infirmières elles-mêmes, dans la perspective où les interactions infirmières-patients sont quand même un mécanisme important à l'intérieur des soins infirmiers. L'autre chose aussi, c'est que beaucoup de monde, on entend régulièrement, le savoir infirmier, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, on n'a pas développé. Là, je vous montre, par exemple, des exemples d'interventions qui ont été développés grâce à des types d'études qui ont été présentés. Ici, c'est encore des théories et des concepts, puis il s'agit ici des travaux de Morse qui sont résumés sur différents concepts en soins infirmiers. Puis ici, je vous présente brièvement, pour les fins d'une conférence sur invitation que je co-anime depuis des années, on a fait le tour de quelles sont les théories existantes en soins infirmiers. Alors, si Larry et Smith disent qu'il y en a 20, nous autres, on en a trouvé près de 200. Alors, tout ça pour dire que si on réfléchit à quel savoir devrait être dans les curriculums de formation des infirmières en vue de renforcer les capacités, il y en existe. Il y en a de disponibles. Maintenant, si on dit il y en a, on pourrait être intéressé à en mettre en partie, quels sont les principes de base pour entreprendre cette activité-là? D'abord, il faut reconnaître qu'il s'agit d'une forme de spécialisation. Puis, dans notre discours en soins infirmiers, on se définit comme étant une spécialité, comme étant une profession à part, complémentaire aux autres. Dans les curriculums, est-ce qu'on fait la même chose? Et ça, par conséquent, ça veut dire que la spécialisation des soins infirmiers devrait avoir des concepts, des règles d'inclusion, d'exclusion, d'inférence, des arguments qui, collectivement, dont nous nous dotons collectivement pour déterminer qu'est-ce qu'on va enseigner dans notre programme. Puis ça, une fois qu'on le détermine, il faut que ce soit recontextualisé, c'est-à-dire il faut que ce soit sélectionné, ordonnancé, échelonné dans un contenu qui s'étend, puis plusieurs d'entre nous ont travaillé à des publications de textbooks qui s'adressent aux étudiants, puis on a eu à faire ce genre d'exercice-là, de sélectionner, ordonnancer chacun de nos cours à l'intérieur des programmes, c'est ça qu'on fait, de façon à tenir compte de la cohérence du sujet, de la discipline, du savoir disciplinaire, puis des limites que couvre ce savoir-là. Autrement dit, les professeurs qui sont impliqués dans les programmes puis qui président à ces choix-là sont limités par des critères épistémiques, puis sont aussi limités par des critères ou encadrés par des critères pédagogiques
et par nos propres connaissances, expériences potentielles des étudiants. Il y a eu, publié il y a 2 ans par Nursing Outlook, des articles qui montraient qu'actuellement, dans les programmes de formation en soins infirmiers, le savoir infirmier n'est pas enseigné parce que les professeurs sont peu formés, les comprennent peu, les ont peu étudiés, sont très maladroits quand ils les enseignent, eux-mêmes les trouvant ennuyants et par conséquent les étudiants au premier chef. Donc, pour illustrer les connaissances, l'expérience et le potentiel des étudiants et des enseignants, qui devrait être un principe de base. Et par exemple, dans les critères d'embauche de professeurs de carrière, ben, dans certains endroits, on va exiger une formation de doctorat en sciences infirmières en pensant que c'est la clé qui ouvre le savoir infirmier ou qui permet à la personne de nous assurer qu'elle le détient. L'autre chose, c'est qu'un curriculum basé sur le savoir, il doit y avoir une relation entre le curriculum national et le curriculum d'une école particulière ou d'une faculté particulière. Puis c'est pas de façon automatique que j'ai fait référence au cadre de Kaizen sur les programmes de formation pour dire, ben, on s'est doté, nous, d'un cadre et bon, il existe un programme d'agrément pour les programmes de premier cycle qui vérifie certains éléments-là. Donc, on doit se mettre d'accord entre nous sur quels sont les éléments qui devraient être présents si on pense que le curriculum doit être basé sur le savoir. Un curriculum basé sur le savoir doit, et c'est très attendu de ce que j'ai dit qui précède, faire une différence entre le savoir conceptuel et un savoir commun. Le savoir commun, il donne sens au monde dans un contexte spécifique. Il est flexible, adaptable à de nouveaux contextes. Il est basé sur l'expérience. Mais un curriculum basé sur le savoir, ben, il va choisir du savoir conceptuel. Les concepts associés à un curriculum basé sur le savoir ne sont pas liés à un contexte spécifique. Ils sont liés les uns aux autres à des théories sous-jacentes au sujet en question et soutenus par la communauté de spécialistes sur la question. C'est la différence de structure, le fait que c'est structuré, que les liens sont explicités, qui habilite les étudiants qui ont accès à un curriculum basé sur des concepts ou sur du savoir à généraliser au-delà de leur expérience et qui fournit un rationnel éducatif en disant on va obtenir un développement de compétences et des liens avec la perspective plus générale de l'école. Quelle est la différence maintenant entre la pédagogie et un curriculum? La pédagogie, c'est ce que les étudiants font et ce qu'ils demandent aux élèves de faire, mais l'enseignement, c'est pas juste un craft, un métier, un artisanat. Le travail des enseignants, il dépend autant du savoir sur le sujet qu'ils enseignent que du savoir qu'en ont les élèves, d'une compréhension de comment les élèves apprennent, et d'une compréhension de comment le savoir les informe au sujet de ce qu'ils ont le droit d'apprendre, excluant leur expérience personnelle. Alors, l'expérience des élèves, dans cette vision-là, c'est une ressource indispensable pour l'enseignant et pour l'élève, mais elle varie grandement selon les élèves. Un curriculum basé sur le savoir, on passe notre vie à évaluer. Fait qu'un des principes, c'est qu'il doit y avoir une différence qui est établie entre la rétroaction aux élèves et l'évaluation du savoir comme fil conducteur du curriculum. Puis actuellement, ceux et celles qui enseignent le savent, il y a une pression de plus en plus grande sur les professeurs de passer d'une rétroaction d'activités formatives à une évaluation qui essaie de rendre les programmes et les étudiants imputables au regard des politiques où on veut rendre l'école accessible pour tout le monde, les programmes de formation accessibles pour tout le monde, centrés sur l'apprenant, séduisant et conduisant au développement des compétences requises.
Qu'est-ce qu'on peut objecter? Qu'est-ce qu'on peut dire comme argument contre un curriculum qui est fondé sur le savoir? Une objection pratique, puis on l'a tous vécu dans nos programmes. En général, les étudiants n'ont pas acquis le niveau de connaissance raisonnablement attendu de leur scolarisation. Et si on base les curriculums sur des savoirs et la maîtrise de savoirs préalables, ça risque de faire échouer davantage d'étudiants que les curriculums actuels. Puis ça, c'était une discussion générale par ces auteurs-là par rapport à l'école, autant au primaire, au secondaire qu'à tous les niveaux d'enseignement. Ça, c'est sur le plan pratique. Ça pourrait exclure de l'école davantage de monde. Deuxième objection de type épistémologique, c'est ceux qui adoptent les théories du savoir postmoderne et poststructuraliste. Ils affirment que tout savoir est proclamé de façon inévitable à partir d'une position, d'un standpoint. Par exemple, Rhys George, dans son volume Nursing Knowledge, argumente en faveur du standpoint des infirmières comme point de départ pour l'élaboration du savoir. Certains savoirs, dans cette vision-là, sont considérés comme étant exclusivement du pouvoir, du recours à un pouvoir, et équivalent à la définition du savoir comme étant celui d'une élite que l'on retrouve dans certaines écoles, et par conséquent, une forme d'endoctrinement de la société en général et des étudiants à une certaine façon de voir les choses. Donc, il est mieux de ne pas y avoir de savoir dans un curriculum. Par conséquent, pour les visions postmodernes et poststructuralistes, une approche centrée sur le savoir et idéologique impose des intérêts. Et à l'inverse, ce qu'ils proposent, c'est si on part des intérêts des étudiants et de leurs préférences, bien, ça va être un bien meilleur critère pour construire les curriculums. Évidemment, ces auteurs-là concluent en disant que nier le potentiel d'universalisme et de généralisation du savoir, tout ce qu'on peut faire à l'endroit d'un curriculum, une fois qu'on a dit qu'il n'y a pas de savoir qui peut être mis dans le curriculum, on peut juste le critiquer. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas le consolider, on ne peut pas l'améliorer. On peut juste le critiquer. Les objections épistémologiques, par exemple, par certains philosophes, il y en a plusieurs, puis j'écoutais un de mes neveux qui était étudiant à la maîtrise dans un programme de sociologie à Montréal, puis il disait tout ce que les professeurs enseignent, c'est tellement vieux, c'est périmé, c'est inapproprié dans le monde actuel, c'est mieux de prendre les théories récentes. Bien, selon les auteurs que j'ai utilisés, cette vision-là confondrait le contenu et la structure du curriculum et confondrait aussi qu'enseigner les mêmes matières, ça ne veut pas dire que le contenu de ces matières-là n'a pas évolué et que le contenu en savoir du curriculum n'est pas à jour par rapport aux connaissances dans ces domaines-là. Puis ça, c'est une confusion qu'on entend souvent. Contre un curriculum fondé sur le savoir, on pourrait aussi dire que les matières ou le savoir, c'est une source de stabilité, c'est une source de cohérence nationale, c'est une source d'identité, autant pour les étudiants que pour les professeurs, mais que ce savoir-là doit être recontextualisé à partir d'une discipline, puis qui constitue une garantie que le savoir acquis par les étudiants ne repose pas seulement sur l'autorité d'un professeur individuel ou de ses amis, mais plutôt que ce professeur-là agit à titre de membre d'une communauté disciplinaire de spécialistes. Les objections politiques, par exemple, les gens plus à gauche qui acceptent l'argument relativiste qu'un savoir n'existe pas et qu'il ne peut pas être représenté par des matières auxquelles les étudiants devraient avoir le droit d'accéder, qu'au contraire, ça devrait être le droit de tous les étudiants d'avoir accès à un curriculum qui contient du savoir. Eux, les auteurs, ils disent que ça devrait plutôt être ça qui prévaut dans une perspective de justice sociale et que ça repose sur une position plutôt réaliste qui reconnaît qu'il y a des contraintes épistémologiques, que les contraintes épistémologiques sont incontournables. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas par rapport au savoir. Il y a des contraintes qui sont incontournables et qu'il est intéressant de les considérer. J'achève maintenant. Je voudrais regarder juste pour un acétate plus brièvement le renforcement des capacités pour la recherche.
Par exemple, nous sommes, Kaizen, à élaborer des priorités de recherche au Canada, ce qui est intéressant, mais en attendant, on peut regarder, par exemple, du côté des Américaines, le Council for the Advancement of Nursing Science, dans leur IDEA Festival il y a quelques années, disait que les domaines de recherche de l'avenir, c'était l'ONIC, les comportements de santé, les changements de comportement, les sciences biocomportementales, la e-science, l'informatique, les big data, les sciences quantitatives, les résultats sensibles aux soins, et que ça nous fait juste de regarder ces éléments-là, c'est de nous dire est-ce que le savoir dans nos curriculums correspond ou s'apparente à ces orientations de recherche-là, mis à part les autres éléments que j'ai mentionnés. Alors, renforcer les capacités, en conclusion, selon les auteurs que j'ai consultés, et c'est un avis que je partage et que je propose à la discussion, pourrait faire en sorte qu'on s'entende sur un contenu de savoir infirmier à l'intérieur des curriculums, bien sûr en l'insérant à l'intérieur de l'ensemble des autres savoirs que les infirmières ont besoin de connaître. Alors voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Clémence. Tu m'as fait réfléchir à plein de choses. On va voir s'il y a des questions du groupe. S'il vous plaît, mettez vos questions dans le chat. Le temps que vous écrivez vos questions, moi j'avais un commentaire qui me semble comme une vérité de l'appelliste. C'est que si on croit tellement à l'interdisciplinarité, il faut qu'il y ait un savoir disciplinaire. Oui, obligatoire. Autrement, on ne peut pas fonctionner dans un système interdisciplinaire. Non. Si c'était juste cette raison-là, c'est une raison suffisante pour dire qu'on a besoin de savoir. Mais cette raison-là, on l'énonce souvent, mais on dirait qu'il faut l'ouvrir un petit peu pour la comprendre. Fait que là, j'ai essayé de donner d'autres arguments, mais comme idée principale, c'est vrai, moi, je la partage entièrement aussi. Mm-hmm. Oui, parce que les gens ont trop souvent tendance à dire que la façon d'avoir de l'interdisciplinarité, c'est que tout le monde étudie seulement la même chose. La médecine. Exactement. Fait que là, ça rend les choses à l'envers. Oui. Mais l'autre chose auquel tu m'as fait penser, c'est nos anciennes théories en sciences infirmières, ou plutôt qui étaient des modèles conceptuels, puis qui ont été vraiment mis de côté dans bien des endroits. Puis je pense que ce serait important de les revisiter. Oui. Parce qu'il y a souvent des perles dans ces travaux-là qui seraient utiles à notre pensée actuelle. Je pense, moi en tout cas, il me semble que présentement, on a tendance à négliger les aspects recherche qui sont de la recherche vraiment qui met l'emphase sur les sciences infirmières, puis qui n'est pas de la recherche de d'autres choses. Ben, tu vois, les auteurs sur le curriculum aussi, ce qu'ils disent, c'est que le savoir doit être retravaillé, doit être mis à jour avec l'enseignement. Fait que si on prend certaines portions du savoir infirmier, puis on le met sur les tablettes, puis on le qualifie, ben il cesse d'être vivant. Si on continue de travailler avec, d'essayer de l'améliorer ou de rejeter certaines parties qui sont plus utiles, mais on n'a pas l'impression, en lisant la littérature de soins infirmiers, que c'est ça qui est fait. On a l'impression que ça date de 10 ans, c'est fini, c'est trop vieux, on n'en parle pas. Puis par rapport à ça, je recommanderais beaucoup à tout le monde, si ça vous intéresse, il y a un article. J'essaie de me souvenir de l'auteur. Je pense que c'est Nelson qui décrit, oui, c'est Siobhan Nelson avec Susan Gordon. The Rhetoric of Lecture. Ah, oui, moi je le donne à tout le monde. With a History. Ça, je pense que c'est un article qui est vraiment important pour démontrer que autant d'un point de vue disciplinaire que d'un point de vue professionnel, on a tendance à rejeter ce qui existait avant. Oui. Puis que ça a des conséquences sur notre discipline et sur notre profession.
Ce qui est très intéressant dans cet article-là, c'est qu'elle montre jusqu'à quel point les infirmières ont toujours été à la fine pointe des connaissances de leur temps. Première chose. Et deuxièmement, ce qu'elle montre, c'est jamais la médecine ne nie le savoir antérieur qui les a conduits où est-ce qu'ils sont maintenant, contrairement à nous. Exactement. Exactement. Puis là, je vois que Cécile Michaud a une question. Elle a dit, qu'a pensé de Benner, de novice à expert? Bien, Benner, de novice à expert, elle porte sur le cheminement de l'infirmière. Elle ne porte pas sur le savoir nécessaire pour les soins, mais elle porte sur l'infirmière en tant que telle, et elle montre comment elle est centrée sur l'apprenant. Comment l'infirmière se développe, et c'est un savoir utile, mais ce n'est pas nécessairement un savoir disciplinaire qui aide à donner les soins, mais qui aide à prendre en considération où est rendue l'infirmière dans son cheminement de développement professionnel. Qu'est-ce que l'organisation doit faire pour la soutenir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes de qualité des soins dans ce cas-là, vu qu'elle est novice? Puis, dans l'évaluation de ses capacités, qu'elle nous apprend, mais elle est plus dans comment l'infirmière se développe et qu'elle apprend. Elle est centrée sur l'apprenant et sur l'infirmière en développement professionnel. Je pense qu'à la limite, on pourrait dire que Benner, on pourrait prendre Benner, puis on pourrait changer des mots puis dire la même chose pour n'importe quelle autre profession ou professionnelle. Oui. C'est une description du développement professionnel, dans le fond. Puis d'ailleurs, Benner s'est inspiré de deux auteurs dont le nom m'échappe, qui, eux, avaient examiné les pilotes d'avion, puis qui avaient examiné les joueurs d'échecs, puis un était physicien aussi, puis l'autre était philosophe, qui fait que c'est sur le plan cognitif comment est-ce qu'on se développe, puis comment est-ce qu'on arrive, mais c'est pas, bon, on l'applique dans le contexte des soins infirmiers parce qu'on a besoin de se rappeler ça, pour être capable de suivre le développement puis d'arriver à développer une pratique des soins. Par exemple, en médecine, ils vont dire dans les premières années, le taux de pratique pour un médecin ou pour un chirurgien, son taux de mortalité est plus élevé, c'est normal. On n'a jamais entendu ça en soins infirmiers, et pourtant, ça devrait découler de ce que Benner nous propose. Exactement, parce qu'en soins infirmiers, on a un système de santé qui voudrait que nos diplômés soient déjà des infirmières qui ont 25 ans d'expérience. C'est impossible. Mais c'est Cécile est en train de nous préparer une réponse. De réécrire, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? J'arrive ou pas? Questions, commentaires? OK, Cécile nous dit, n'y a-t-il pas quand même des théories éducatives, Piaget et Vygotsky, qui font le lien expérience et savoir? Oui, mais dans la perspective de Piaget, c'est comment un être humain apprend à partir d'un échantillon où il a examiné son enfant. Et c'est vraiment des théories, ces théories-là, qui se situent dans le deuxième modèle que j'ai présenté. Ils sont centrés sur l'apprenant. C'est des théories de sociologie de l'éducation, sociologie du savoir, comment on apprend, comment on construit son expérience. Et dans cette perspective-là, le fruit de ça, ils appellent ça du savoir. Mais s'agit-il du même type de savoir? Puis là, dans ma présentation, ce que j'ai dit, c'est il s'agit du savoir que chacun développe pour pouvoir vivre sa vie. Est-ce que c'est le savoir qui doit être enseigné à l'intérieur d'un programme? Puis, bien sûr qu'un programme a des visées pédagogiques et qui doit qu'un programme et les professeurs impliqués dans un programme ont intérêt à connaître ces éléments-là parce que ça va leur permettre d'allier la dimension pédagogique, comment considérer la capacité d'apprentissage des étudiants, où est-ce qu'ils en sont rendus, leurs préférences, ajuster les modalités en classe pour ça, mais ça ne touche pas. Ben, pour moi, c'est là où il faut réfléchir à un savoir issu de l'expérience, à quel type de savoir s'agit-il. Puis pour moi, dans la présentation que j'ai faite avec les auteurs que j'ai mobilisés, il s'agit de façons d'apprendre, ways of knowing dont il est question.
chez Piaget, chez Vygotsky, et non pas de savoir dans le sens de la première vision. Je pense parfois qu'il y a une tendance trop élevée à dire que si on ignore les besoins des étudiants, on passe complètement... Non, il faudrait... Ben moi, je pense qu'il y a un autre argument. Il y a un autre argument. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, moi, je pense qu'il y a un autre argument sur le plan disciplinaire. C'est que si on veut être considéré en toute légitimité dans les milieux universitaires, il faudrait qu'on se conforme aux mêmes règles que les autres, puis en général, les champs d'études sont délimités par l'existence d'un savoir. Fait que nous, comme on a de la misère à le mettre de l'avant, ben, on utilise les approches de sociologie de la connaissance, sociologie du savoir, sociologie de l'éducation, qui privilégient les façons d'apprendre et qui les étiquettent d'étant un savoir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on mettrait d'autre. On ne sait pas ce qu'on a comme savoir formalisé. Fait que je pense que c'est une stratégie qu'on a prise jusqu'à présent, mais ma présentation vise à nous questionner pour voir, on demeure quand même souvent regardé de travers, qu'on nous a fait une faveur d'être à l'université, qu'on n'a pas tant de savoir. Ouais, qu'est-ce qu'on met de l'avant? Puis quels auteurs est-ce qu'on utilise? Puis il me semble qu'on devrait avoir davantage de discussions par rapport à ça, mais ce que je vois, c'est des auteurs qui reprennent les deux, font pas de distinction épistémologique, pas de distinction ontologique, pas de distinction entre la forme et le fond, et rendent tout. Puis là, les autres disciplines nous regardent aussi. Fait qu'après ça, il faut être d'accord avec toi. Puis cette présentation-là, c'est ça qu'elle vise à nous faire, c'est pas de dire c'est la vérité ce que je dis, mais puis que ce que je présente avec ces auteurs-là, mais c'est de dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à réfléchir un peu sur ces sujets-là? Puis moi, là, quand je regarde ça d'un point de vue plutôt que je reviens à l'histoire, ça revient encore à la rupture. C'est qu'on a souvent tendance, si on fait cette infirmière, à faire le ménage puis à jeter ce qui est bon avec ce qui est moins bon. Puis j'ai l'impression que présentement, on a mis l'emphase vraiment sur l'aspect pédagogique, puis c'est important d'avoir un aspect pédagogique solide, mais que c'est probablement qu'en même temps, on a oublié le contenu. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allée chercher des auteurs en pédagogie puis en curriculum, des experts en curriculum, c'est pour dire, nous, on a été influencés par les façons de voir puis les modèles théoriques proposés en éducation. Mais est-ce que les modèles qui nous ont influencés sont les seuls qui existent en éducation et pourtant on les présente comme tels? Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y a différentes écoles de pensée, mais on n'entend jamais parler en soins infirmiers. On entend parler de l'apprenant puis de la pédagogie dans ce sens-là. Puis j'ai trouvé très intéressant de voir qu'eux aussi, il y avait des écoles de pensée, il y avait des différentes façons de voir, puis que le curriculum ne s'examinait pas d'une seule façon. Mais d'ailleurs aussi, si on lit dans le domaine de l'éducation, un des sujets qui a été chaud pendant longtemps, puis qui demeure encore chaud, c'est l'aspect, est-ce que on devrait faire des classes magistrales ou pas? Ouais. Les classes magistrales avaient à mauvaise presse, mais si on regarde dans les écrits en éducation présentement, les classes magistrales redeviennent à la mode. Oui, parce qu'ils sont plus efficaces. Mais... Parce qu'ils sont plus efficaces, puis parce qu'elles incluent un contenu. Oui. Un contenu qui est précis, donc un savoir. Mais l'autre chose, c'est moi, j'ai présenté, j'ai caricaturé en deux façons de voir, mais il y a des personnes en soins infirmiers qui sont profondément convaincues que si on n'est pas exclusivement centré sur l'apprenant, que si on ne se débarrasse pas du savoir, on n'arrivera à nulle part. Mais je pense qu'il faut se parler. Oui, je pense qu'il faut se parler parce que si on n'a aucun savoir, on ne fera pas des infirmières tellement compétentes pour revenir aux compétences.
Mais je suis certain que les personnes qui pensent qu'étant centrées sur l'apprenant, sur la pédagogie, je suis convaincue qu'elles sont de bonne foi, que ça va former d'aussi bonnes infirmières. Mais peut-être qu'on devrait examiner la question plus en profondeur. Bien, parce que souvent, puis je pense que souvent, c'est le juste milieu dont on a besoin. Ben, en tout cas, je ne sais pas trop où est-ce qu'il faudra qu'on se situe, mais j'aimerais bien qu'on en discute davantage. Est-ce que je ne vois pas de personnes qui ont d'autres commentaires? Bien, si c'est le cas, je te remercie encore beaucoup, Clémence. C'était une présentation qui était vraiment stimulante intellectuellement, puis qui est importante par rapport à se poser les questions qu'il faut qu'on se pose en tant que discipline pour axer notre enseignement, axer notre recherche. Donc, je te remercie encore. Puis je voudrais dire au groupe que l'enregistrement de la séance sera disponible sur le canal YouTube de la CISI dans les jours à venir. Vous êtes libre de partager l'enregistrement avec vos collègues et vos réseaux. Puis aussi, si vous souhaitez assister à d'autres séances, la prochaine séance se déroulera en anglais le 8 novembre sur le sujet de Intervention Research. Puis ce webinaire sera fait par une de mes collègues, Shannon Scott, et animé par Anita Monzan, une autre de mes collègues. Puis pour des renseignements supplémentaires sur nos séries dîners-conférences, je vous encourage de visiter le site de la CISI. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci, Pauline. Et